Hello à tous. Alors, j'espère que vous allez bien et que vous allez vous connecter. Voilà. Donc, je démarre le live. Faites-moi signe si vous entendez bien, vous m'entendez bien ou pas. Voilà. Coucou tout le monde, ça arrive, donc on va laisser le temps à chacun d'arriver et Loni est aussi en train d'arriver. Voilà, elle est parmi nous. Coucou, ça va? Ça va très bien et toi? Oui, ça va bien, ça va bien. On va attendre peut-être une minute ou deux que tout le monde arrive dans le live. Et Ok, donc, je vois super. que c'est en train d'arriver, donc c'est chouette. Cool, cool, cool. Et alors, ceux qui arrivent, ce que j'ai envie de vous demander, bah oui, vous pouvez faire un petit coucou, dire si tout va bien, et puis peut-être nous dire déjà un petit peu qu'est-ce que ça éveille en vous, la question de la mode, de la garde-robe éco-responsable ou les questions relatives à la slow fashion. Comme ça, on aura déjà on en somme de petites questions qui vont arriver petit à petit et on pourra les parcourir avec Loni pendant le live. Donc, on va encore laisser le temps à chacun d'arriver. Comme ça, voilà, voilà. Je regarde un peu si il y a déjà des petites questions qui arrivent ou des réactions. Ok. On peut dire bonjour à tout le monde là. Donc, il y a c'est marrant, je vois beaucoup de copains aussi, donc c'est chouette. Mhm. Bonjour à Julie, bonjour à Eric, bonjour à Johan, bonjour aussi à l'envol du colibri qui nous suit, Oui. On My Green Way aussi, bonjour à Zabel, à Elsa, à Mélissa, à Milly, à Amy. Parfois c'est pas facile de savoir les noms, donc Nathalie, Karina, Daniel, Félix. Voilà, ben on va commencer, hein, puisque comme ça, Ouais, les petits super. retardataires arriveront en cours et c'est très bien comme ça aussi. Alors, ben voilà, on est déjà dans le troisième jour de la semaine du zéro déchet. C'est plein de super moments que j'ai déjà passés. Je sais qu'avec toi, je vais encore passer un magnifique moment. Donc déjà, bonjour Loni, et puis bonjour et merci d'être là, en tout cas d'avoir accepté de Bonjour partager Sylvie. tes connaissances dans tout ce qui est slow fashion, et puis aussi tu pourras nous expliquer plus amplement évidemment tout ce que tu fais autour de cette question. Moi j'avais vraiment à cœur qu'il y ait un moment de partage sur cette question de la slow fashion parce que on est en plein moment déjà proche des fêtes, donc sans doute tout plein de questions de qu'est-ce que je vais m'acheter pour pouvoir être beau ou belle pendant cette période de fête, même si je pense qu'elle va être fameusement chamboulée en cette période de Covid. Mais c'est aussi quelque chose qui fait qu'on porte tous les jours des habits et moi j'ai énormément de questions par rapport à ce sujet des habits et je pense que trop peu de personnes savent aujourd'hui ce qu'il y a derrière la face cachée de nos habits. Et il suffit juste, moi je dis souvent, de retourner son habit, de regarder l'étiquette, de voir la provenance et ça donne déjà un bon indicateur de ce qui s'est passé avec son habit. Et donc, je voulais le mettre vraiment sur la place publique, ce sujet, parce que je trouve que c'est important que tout le monde comprenne en fait que chacun comprenne l'acte qu'il fait quand il achète une paire de chaussures, quand il achète un pantalon ou un t-shirt. Et que même si le problème est souvent très loin de nous, puisque souvent ces habits viennent de fort loin, on a une responsabilité majeure dans l'utilisation de ces produits, dans le respect qu'on va avoir par rapport au choix des habits qu'on aura. Et tu vas même, toi, apporter une dynamique complémentaire qui est la question de quand on choisit un habit, en fait, on se respecte aussi. Ça va avoir un effet sur soi aussi, dans l'intériorité de la personne, etc. Donc voilà, donc je vais maintenant te céder la parole, peut-être pour que tu puisses te présenter en quelques mots et nous expliquer ce que tu fais effectivement au travers d'Ethical.
D'accord, super. Bah, merci Sylvie pour l'invitation et bonjour à tout le monde. Je vois déjà des questions un petit peu défiler. Alors pour me présenter, donc moi je m'appelle Loni, j'ai 27 ans, donc je suis originaire de Dinan, donc le sud de la Belgique. Et j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la thématique de la slow fashion il y a environ 4 ans puisque en fait avant j'étais vraiment une acheteuse compulsive de vêtements. J'achetais en très très grosse quantité et voilà, j'aimais bien acheter des vêtements de marque, j'aimais bien être la première devant les boutiques lors des soldes. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé il y a 4 ans, c'est que je pense que j'ai vraiment eu une prise de conscience de me dire, ah ben j'ai vraiment envie, donc je m'intéressais beaucoup à ce qui touchait au commerce équitable à l'époque et à voilà, la thématique des droits de l'homme. Et je me suis rendu compte que la première chose que je pouvais faire en m'intéressant à ces thématiques-là, c'était d'abord de regarder ma consommation personnelle et de voir si je ne pouvais pas faire d'efforts dans ma consommation de tous les jours. Et ça a été, pour être honnête, ça a été assez difficile parce que quand on regarde un peu la réalité des choses en face, eh bien, c'est pas toujours agréable. Dans le sens que quand on sait un petit peu que, voilà, déjà personne n'est parfait et c'est pas le but de se lyncher ou de se flageller, mais c'est juste de regarder les faits comme ils sont et de regarder que dans la vie de tous les jours, il y a plein de petits gestes qu'on fait sans même mesurer l'impact qu'ils peuvent avoir sur la planète ou pour les autres, tout simplement. Et là, je me suis dit, bon, ce que je vais faire une diète de shopping. Oui, et je vais commencer vraiment à investiguer dans le secteur parce que j'adorais les vêtements et je voulais vraiment en savoir plus en fait. Je voulais vraiment savoir bah, comment justement améliorer ma consommation vestimentaire pour à la fois moi me sentir mieux dans ce que je porte, mais également bah, du coup être beaucoup plus respectueuse de ce qui m'entoure. D'où le fait que j'ai créé Ethical. Alors, ça a beaucoup évolué puisque, ben, en fait, finalement, c'est parti d'un blog qui est maintenant devenu plus mon business. Mais voilà, l'évolution, en fait, retrace vraiment mon évolution personnelle aussi de ma relation avec le vêtement et de qu'est-ce qui a changé. Et donc voilà, c'est un petit peu ça qui sort un petit peu de ce projet-là. Ok. Est-ce que tu pourrais essayer de monter un petit peu ton téléphone parce qu'on voit tes yeux coupés en fait. Oui. Voilà, comme ça on te voit mieux. Ok, C'est plus chouette super. pour tout le monde. Ok. Euh, mais donc effectivement, ça ouvre beaucoup de débats en fait, cette question de l'habit. Et je pense que quand on ouvre un peu cette boîte de Pandore, ben, ça ouvre plein de choix aussi. Et donc c'est ça que tu vas nous aider un petit peu à y voir plus clair. Déjà nous expliquer peut-être à la face cachée de nos habits, parce que tu y connais vraiment beaucoup, et de nous dire un petit peu les conséquences de nos actes par rapport à ces choix. Bah, évidemment, on n'est pas dans une philosophie de on vous met tous les chiffres comme ça et puis débrouillez-vous. Non, l'idée de ce live, bah, tu vas apporter des clés de solutions qui sont comment est-ce qu'on peut faire autrement et comment est-ce qu'on peut trouver évidemment des solutions proches de chez soi qui sont en respect avec notre portefeuille, avec nos valeurs, avec notre engagement. Donc voilà, est-ce que tu peux peut-être d'abord nous donner un peu plus d'informations sur c'est quoi le chaos avec ce problème de tous ces habits et tout ça? Comment est-ce qu'on fait? Exactement. Exactement. Ben, écoute, un petit peu comme je te disais, vu que j'ai eu l'occasion un peu d'investiguer dans le secteur, de rencontrer aussi des acteurs, ça a été l'occasion vraiment d'échanger. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'industrie du textile, c'est vraiment une des industries les plus polluantes. Donc, enfin, les chiffres varient, mais la plupart des chiffres disent que c'est la deuxième industrie la plus polluante après le secteur du transport. Et en fait, du coup, ça montre un petit peu l'impact de notre consommation vestimentaire, puisque en fait, aujourd'hui, en 2020, on consomme 4 fois plus de vêtements qu'en 1980. Donc en 40 ans, on a quadruplé notre consommation. Et donc je pense qu'il y a vraiment une urgence du coup à réfléchir aussi à cette question si maintenant et pas dans 10 ans, pas dans 20 ans, parce que l'impact est majeur. Et en fait, ben voilà, pour te donner quelques chiffres, par rapport à ce qu'on consomme le plus, je vais prendre vraiment une pièce vestimentaire que tout le monde a dans ta garde-robe. J'en suis sûre que tu en as une et que toutes les participants et participantes en ont une aussi. Il s'agit du jeans. Ouais. Le jeans, on a
enfin voilà, c'est très beau de porter un jean, c'est stylé aussi. Mais le jean, c'est vraiment un des vêtements du coup le plus polluant. Donc en fait, le coton qu'on a transformé en dénime, il y a eu tout un acheminement qui fait que le processus, en fait, c'est un processus pour la fabrication du jeans qui demande à ce qu'on emploie énormément, enfin, ce qu'on utilise énormément d'eau. Donc on parle euh, je ne sais plus combien de mètres cubes d'eau, mais je pense que c'était l'équivalent de 285 douches, donc ce qui est non négligeable, en sachant aussi que bah, du coup, voilà, dans les processus de production, il y a plusieurs choses qui sont dérangeantes. Il y a non seulement le processus au niveau des matières premières qui sont toxiques, toxiques pour notre peau à nous humains, mais aussi toxiques pour l'environnement. Et puis il y a tout l'aspect aussi d'émartèlement à travers le monde des processus de production, étant donné qu'on a délocalisé voilà, depuis les années 70 la production des vêtements majoritairement à l'autre bout du monde, dans des pays où le coût de la main-d'œuvre est moins cher, ce qui fait aussi que ça engendre aussi des surplus de production et ça engendre également un manque de transparence dans l'industrie. Ça veut dire qu'on ne sait pas ce qui se passe dans ces usines-là, on n'a aucune certification. Bon, je reviendrai plus par la suite au niveau pour Mhm. expliquer un peu avec la Oui. thématique des labels, mais c'est quelque chose en tant que consommateur où finalement on voit le produit fini dans le magasin, mais il y a tellement de choses derrière ce produit fini en termes de, oui, c'est ça, en termes de production, mais en termes d'éthique aussi. Et c'est vraiment ça que, voilà, l'idée ici, c'est pas du tout d'être dans un but de culpabiliser qui que ce soit, mais plus Mhm. d'être dans un but de réflexion et vraiment de nous amener chacun et chacune à, lorsqu'on rentre dans un magasin, ben juste déjà de se poser les questions, qu'est-ce qu'il y a derrière ce que j'achète? Donc voilà. Ok, mais c'est vrai que ça c'est un bel exemple. Il y a quelqu'un qui dit ben, ce n'est pas les t-shirts qu'on utilise le plus, c'est un point d'interrogation. Là aussi, il y a aussi, donc le jean c'est un exemple parmi tant d'autres, mais la question du coton de manière générale, en tout cas, dès le moment où déjà, moi je dis souvent, il y a un des problèmes sur cette planète, c'est on est beaucoup. Et donc si on consomme beaucoup de choses fois beaucoup de monde, ben, on a un souci, d'autant plus que les ressources sont limitées. Et donc, pour pouvoir produire en plus grande quantité, il faut augmenter la production des matières premières. Et souvent ben, dans des conditions qui sont dramatiques déjà pour produire et qui après, quand elles doivent être faites, ben, on doit aller au plus vite, au moins cher, avec des conditions de travail pour les personnes qui sont en train de produire nos jeans, nos t-shirts, qui sont dramatiques. Donc voilà, donc effectivement, je pense que il y a matière à travail. Mais la question, c'est aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait alors si on veut justement être responsable? Parce que c'est vrai que c'est difficile de pouvoir bien identifier d'où vient l'habit, même s'il est marqué Bangladesh. Il y a peut-être au Bangladesh des projets hyper durables, mais c'est pas sûr. Comment est-ce qu'on trouve des habits qui sont faits en Belgique? Est-ce que c'est possible ou en France ou dans son propre pays? Et de se dire comment je sais savoir si oui ou non il en existe? Et je pense que ça, c'est une question quand même assez présente auprès des gens qui disent moi j'ai conscience que je dois agir là-dessus, mais comment je fais? Mhm. Ok, super. Eh bien, c'est super intéressant comme question parce que derrière cette question-là, il y a plein de choses qu'on peut identifier. Et la première, c'est que ça part d'une démarche personnelle. Ça veut dire que c'est déjà la première étape pour moi, c'est juste de se poser déjà des questions. C'est pas Mhm. forcément de passer à l'action, mais déjà de se poser des questions. Et c'est pas grave si on n'est pas encore prêt à changer quoi que ce soit, mais au moins le fait qu'on se pose des questions et que ben voilà, on s'autorise peut-être, pourquoi pas, à faire des recherches, eh bien, c'est déjà un énorme pas. Alors, pour répondre un peu à ta question, alors, en fait, je pense que c'est vraiment ce qu'il faut changer avant tout, c'est la relation qu'on a avec nos vêtements de manière générale. Mhm. Avant de vouloir regarder, enfin, allez, je veux dire, comment identifier une marque éco-responsable, c'est vraiment d'abord identifier la relation actuelle que l'on a avec nos vêtements. Est-ce que on achète déjà en plus grosse quantité que prévu? Parce que la question, en fait, c'est vraiment, enfin, un des premiers problèmes, c'est vraiment notre quantité d'achat, où il y a aussi des chiffres qui montrent que on ne porterait que 30%, enfin moins de 30% de notre garde-robe. Donc ça veut dire que si chaque personne actuellement, j'invite vraiment en fait des personnes qui écoutent ici, de après le live, de vraiment réfléchir, d'aller devant sa garde-robe et de regarder sa garde-robe vraiment en diagonale et de se dire est-ce que
tous les vêtements qui composent ma garde-robe, est-ce que je les porte? Et si oui, combien de fois? Est-ce que je les porte assez souvent? Est-ce que, entre guillemets, j'ai rentabilisé l'achat de mes vêtements? Et il y avait un pseudonyme dans la slow fashion qui disait que l'idée c'était au moins de vérifier si on porte 30 fois chaque pièce de notre garde-robe pour être sûr en fait que les pièces qu'on a actuellement, eh bien, ce sont pas des pièces qui dorment dans nos armoires pour rien. Et donc là, c'est vraiment pour moi la première étape de réflexion de notre relation avec le vêtement. Et puis, du coup, vient dans un second temps l'étape, ok, quels petits efforts suis-je prête à faire au quotidien? Et c'est pour ça que ça devient vraiment une démarche personnelle, parce que des initiatives de plus en plus, que ce soit en Belgique, en France, dans le monde entier. Il y a de plus en plus de projets qui voient le jour, que ce soit, ça on aura l'occasion d'en parler plus en détail, mais des projets liés à l'industrie de la seconde main, la réutilisation des vêtements qui ont déjà été portés, également le projet de la naissance de nouvelles marques avec des valeurs derrière, des marques qui défendent cet aspect de transparence, mais aussi d'autres façons de consommer le vêtement comme à travers la location par exemple, ou enfin oui, la location, le prêt, l'abonnement aussi. Et il y a vraiment du coup plein de nouveaux systèmes qui viennent. Mais du coup, parmi tous ces systèmes-là, en tant que consommateur, c'est intéressant de réfléchir qu'est-ce qui moi me correspond. Il y en a pour qui ça va être beaucoup plus facile de se diriger vers une approche ok, je m'engage à ne plus rien acheter. Donc il y a vraiment tout un mouvement qu'on a vu en ligne, hein, de personnes qui estiment qu'on a déjà produit assez de choses sur la planète actuellement. Ça ne sert plus à rien d'acheter. Je pense que ça rejoint un petit peu voilà, l'idée du zéro déchet aussi, de ne pas allez, je veux dire, produire encore pour rien. Et bien, du coup, dans cette idée de zéro déchet, il y a vraiment des gens qui veulent se satisfaire avec le minimum. Il y en a d'autres qui se disent, finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas réutiliser ce qu'on a déjà produit et le transformer pour en produire des nouveaux vêtements? Mais du coup, comme ça, on est dans un processus de transformation qui fait que on n'utilise plus de nouvelles ressources, de nouvelles matières premières. On réutilise déjà des matières premières qui sont existantes pour recréer du nouveau. Donc ça, on appelle ça des processus de recyclage ou d'upcycling. Donc c'est vraiment les deux facettes. Et puis il y a la troisième démarche pour les personnes qui ont du mal avec de porter des vêtements qui ont déjà été portés, parce que voilà, ça peut être pour des questions personnelles aussi, ou des questions d'affinité tout simplement. Mais du coup, qui vont se dire, est-ce qu'il n'existe pas des marques ont été créées dans une autre démarche, des marques qui vont déjà créer en plus petite quantité, mais du coup qui vont être vraiment transparents dans leur processus de production, et ce qui va faire que moi, en tant que consommateur, je vais pouvoir faire confiance à cette marque-là. C'est vraiment cette relation de confiance en fait qui s'établit entre la marque éco-responsable et le consommateur qui cherche justement à faire des efforts dans sa consommation. Donc voilà, pour répondre un petit peu et survoler de manière générale. Il y avait quelques interpellations que je trouve intéressantes d'aborder maintenant, parce que sinon on va les oublier. Mais c'était la question, tu vois, tu mentionnais 30 fois portées sur l'année, c'est ça la question? Oui, c'est sur une année ou sur un temps spécifique qu'on évalue? Oui, alors c'est au moins 30 fois. En fait, du coup, c'est pas forcément en termes d'années, c'est vraiment de se dire, allez, je veux dire, en termes de logique, ça peut être pour une période de minimum de 6 mois. Mais voilà, est-ce qu'après les 6 mois en question, qu'est-ce qu'on fait du vêtement? Est-ce que le vêtement va rester dans notre garde-robe à ne rien faire? Ou est-ce que du coup, on va continuer continuer à le porter justement? Et donc en fait, il y a vraiment cette dynamique, derrière ce concept de porter 30 fois ses vêtements, c'est l'idée d'acheter à long terme en fait. Donc c'est pas l'idée d'acheter sa pièce de vêtement, de la porter 2 fois et puis après de l'acheter. Non, c'est vraiment de se dire, ok, j'achète ce vêtement-là, d'où l'idée d'acheter de bonne qualité aussi, au passage. J'achète ce vêtement-là, c'est pour que je puisse le porter à long terme, cette année-ci, l'année prochaine, l'année d'après. Et donc, on casse un peu avec cette idée on doit suivre les tendances, on doit absolument suivre les tendances, on doit absolument suivre la mode, parce que cette année c'est du gris, la mode c'est du gris, donc on doit tous porter du gris. Et bien voilà, ça c'est vraiment, en fait, derrière ce concept-là, c'est avoir des achats à long terme. C'est avoir un achat qu'on fait parce qu'on aime le produit et
on ne se pose pas la question de est-ce que c'est tendance maintenant ou pas. C'est arriver à se dissocier effectivement de l'image qu'on nous partage sur les médias sociaux, sur les magazines, à la TV, etc. Et de se dire, en fait, ça, c'est un modèle qu'on me vend parce que c'est lié à une mode. Et en fait, moi, j'ai une identité propre et donc j'ai envie effectivement, de porter des choses qui me vont bien et qui me représentent. Moi, j'avais une solution, mais j'ai vu qu'elle est passée aussi comment dire, dans la discussion. C'était chouette, c'est de dire, pour pouvoir évaluer si on met ses vêtements ou pas, c'est de faire un test et de les retourner, en fait, donc de les mettre sur le cintre à l'envers. Hein, donc, on met à l'envers ou on les plie à l'envers. Et si en fait, après 3 mois, 6 mois, on se donne un timing, on n'a pas retourné cet habit, eh bien, on considère que cet habit n'a plus d'utilité pour nous, c'est-à-dire qu'on ne l'a jamais porté. Il faut juste être vigilant, évidemment, par rapport à la question de la saisonnalité, hein, parce que si on fait ça avec tous ces habits et qu'on se dit, ah, mais tous les t-shirts, je ne les ai pas mis pendant 3 mois, mais on était en plein hiver, ça peut être problématique. Mais en tout cas, de pouvoir trouver un indicateur qui nous rappelle, parce qu'on a tellement facile à oublier, comment dire, ce qu'on a mis, ce qu'on n'a pas mis. Après, moi, je trouve que, on le voit, hein, souvent, c'est ce qui se trouve au-dessus de la pile des vêtements, hein, parce que si on doit aller le chercher en dessous, c'est que il y a de fortes chances qu'il soit un habit qu'on utilise assez peu. Hein, donc voilà. Et alors, il y avait une personne qui disait aussi, on ne trouve pas toujours facilement en fait les habits qu'on veut en seconde main. Et donc, c'est bien d'avoir aussi l'opportunité de plutôt alors se tourner vers des filières durables. Parce que c'est vrai que trouver en seconde main, ça prend du temps. Hein. Il faut chercher. Il y a plus une unicité dans le seconde main pour trouver ce qu'on veut. Donc, c'est aussi avoir une identité vraiment propre quand on est en seconde main. Ce qui n'est pas le cas quand on va dans des grandes chaînes acheter du neuf et que tout le monde se ressemble, en fait. Hein. Il y a vraiment une identité. C'est ça que toi, tu mets aussi en avant. C'est de dire, on va avoir des habits qui nous ressemblent et qui ressemblent à notre personnalité, à ce qu'on veut dégager comme valeur, etc. Et donc voilà, ça c'était les interpellations. Et alors il y avait aussi une question, mais ça je ne sais pas si on l'abordera, mais c'est la question de la filière de recyclage. Donc qu'est-ce qu'on fait de ces habits justement quand ils sont abîmés. Donc on peut effectivement les upcycler et éventuellement utiliser une partie de l'habit et en refaire un nouveau s'il est troué, ou on peut le réparer. Moi, je répare mes jeans, je répare des habits, mais encore faut-il réapprendre à le faire aussi. Hein. C'est pas, voilà, on s'improvise pas toujours comme ça, on va dire, couturière. Mais effectivement, je pense qu'aujourd'hui, au niveau de la filière des tissus, on est encore peu loin dans cette question-là, quoi. Exactement. Et donc, je veux dire, il y a peut-être des petits projets qui existent et qui sont faits pour justement créer des filières de recyclage, comme pour les chaussettes orphelines. Il y a un projet qui travaille là-dessus. Il y a quelqu'un qui récupère. Il y a des firmes qui ont décidé de récupérer les jeans qu'ils produisent, comme par exemple la marque Mud Jeans, où on peut rendre son jeans quand on n'en veut plus. Ils préfèrent dire, ça revient chez nous et on en fera quelque chose. Mais il y a encore plein d'autres endroits où c'est pas le cas, même s'il y a des grandes marques des grandes chaînes qui disent ramenez-nous vos habits, on en fera autre chose. Aujourd'hui, où est la transparence? Et ça, tu l'as abordé avant, c'est comment on a cette transparence, quoi. Exactement. C'est une question qui est super intéressante et très pertinente. Je pense que, voilà, comme tu disais, il y a déjà des marques qui, à leur échelle, font des efforts. Donc, Mud Jeans, qui est vraiment dans une démarche d'économie circulaire et vraiment de recyclage et qui propose même, en fait, finalement, aux consommateurs de louer son jeans chaque mois et de pouvoir, à la fin de l'année, choisir si le consommateur veut garder son jeans ou veut justement ne veut pas le garder. Et donc il y a vraiment cette démarche au niveau de certaines marques. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a de plus en plus d'écoles de stylisme aussi qui s'intéressent à étudier, entre guillemets, le recyclage. Donc, c'est une démarche d'économie circulaire qui est de plus en plus mise en avant. Et donc, moi, j'ai déjà entendu aussi, maintenant, avec le Covid, c'est à mon avis moins... l'idée est à mon avis moins promue, mais des écoles qui cherchent justement des tissus pour pouvoir permettre à leurs élèves de s'entraîner, d'utiliser les tissus et de créer justement des nouveaux vêtements. En fait, il y a vraiment énormément de démarches et comme tu dis, j'ai beaucoup aimé ce que tu disais, Sylvie, c'est avec l'idée de réparer soi-même ses vêtements. En fait, c'est marrant parce que je parlais avec mon petit frère qui me disait qu'il avait pris l'option couture à l'école, donc il est en secondaire, et je me dis, c'est chouette finalement de voir aussi dans les établissements scolaires de repromouvoir en fait le savoir-faire qu'on a tendance un peu à alléger ou à banaliser comme la couture, mais qui
est très très utile parce que voilà, il y a encore, allez, je pense, il y a 2 générations, même la génération précédente, c'était quelque chose de tout à fait normal de pouvoir, enfin, d'apprendre à coudre et de recoudre ses vêtements. Et donc, du coup, de se remettre aussi dans cette démarche-là, c'est génial. Mais c'est à réapprendre des savoir-faire. Hein. Je pense que pour tout, de manière générale, au niveau du zéro déchet, par exemple, on prône le savoir-faire, c'est-à-dire de réapprendre à cuisiner, de réapprendre à faire soi-même certaines choses, de dire, ben, tiens, un objet n'est pas d'office un déchet, mais il a une seconde vie. Cette seconde vie, sous quelle forme je lui donne cette vie? C'est soit en le réparant, soit en le recréant une nouvelle matière à partir de cette matière-là, hein, donc de faire un nouvel objet à partir de cette matière. Donc voilà, c'est intéressant de pouvoir se dire, effectivement, ben, si on remet le savoir dès le plus jeune âge, en fait, ça deviendra de nouveau naturel de se dire, en fait, mes habits ont une valeur réelle. Et ça, c'est une des questions aussi, c'est de dire, aujourd'hui, il y avait quelqu'un qui disait, comment est-ce que je peux acheter des habits qui soient cohérents avec mon budget parce que j'ai pas beaucoup de moyens, etc. Donc il y a le seconde main qui est une manière d'acheter moins cher. Il y a même le don. Hein. Il y a plein d'endroits où on peut trouver des habits. Moi, je reçois parfois des habits de ma voisine qui me dit, moi, je sais pas, voilà, j'ai fait du tri. Si ça t'intéresse, bah oui, ça m'intéresse. Il y a des trucs que je mets et qui continuent à bien vivre leur vie avec moi. Mais il y a aussi la possibilité de se dire, en fait, ça n'a jamais coûté aussi cher que d'acheter bon marché. Et quand on achète un t-shirt à 5 euros, à la fois, on a comment dire, un impact vraiment négatif sur l'environnement avec ce t-shirt. On a aussi un impact négatif sur la personne qui l'a produit. C'est clair qu'elle n'a jamais pu faire ce t-shirt dans des conditions de travail éthiques et valorisantes. Et en même temps, ce t-shirt, il va tenir combien de lavage? Il va être utilisé combien de temps? Et en même temps, le rapport qu'on va avoir à cet objet, c'est de dire, bon, de toute façon, il est 5 euros, c'est pas grave si je le trouve, c'est pas grave si je l'abîme, c'est pas grave si je le remets pas. Et donc, je trouve que parfois la question du budget, et elle revient de manière générale dans le zéro déchet, c'est se redire, oui, ok, il y a moins cher et plus cher, mais il y a surtout quelle valeur je donne à ça. Et peut-être qu'en achetant moins, je vais me permettre de pouvoir acheter des meilleurs produits, mais des produits que je vais pouvoir garder beaucoup plus longtemps et pour lesquels j'aurai beaucoup plus de respect parce que je sais que derrière, il y aura une histoire, il y aura des personnes, j'aurai respecté les gens dans leur métier aussi. Exactement. Mais je te rejoins à 100% et j'aime beaucoup ce que tu viens de dire avec l'idée de nos vêtements ont une histoire parce que finalement c'est vraiment ça aussi. C'est la production du vêtement est juste une histoire à elle-même et puis nous qui achetons le vêtement, eh bien aussi on donne, comme tu dis, une certaine valeur à nos vêtements. La question du budget, je pense qu'elle est très, enfin, voilà, elle est très touchy et c'est tout à fait normal parce que en fait, je pense que c'est d'abord une question d'habitude. On est habitué depuis des dizaines d'années d'avoir des pubs qui nous vendent tout et 3 fois rien, enfin à des prix à 3 fois rien. Et donc pour nous, dans notre tête, c'est devenu, entre guillemets, même de manière inconsciente, normal, comme tu disais, de trouver un t-shirt à 5 euros. Et donc, en fait, juste déjà de s'informer correctement et de se dire que un t-shirt à 5 euros, c'est pas possible. Donc, il y a vraiment cette histoire d'abord de coût juste. Et du coup, après, quand on est avec cette histoire de coût juste, eh bien oui, on a des solutions. Ben voilà, évidemment, le seconde main, c'est une des solutions qui reste le plus abordable. Il y a aussi, comme tu disais, le don, il y a aussi les échanges. Pour moi, en fait, je pense que, parce que j'ai déjà eu des questions d'une maman, et c'est tout à fait normal de dire, oui, voilà, moi je suis mère de famille, on a envie de faire des efforts, mais comment on fait concrètement avec, si on doit acheter des vêtements durables pour toute la famille, c'est pas possible au niveau du budget. Et ce que j'avais répondu à cette dame-là, et on avait vraiment eu un chouette échange, c'est déjà le fait de se dire, bah, déjà pour les enfants, il y a vraiment toute cette... Enfin, un enfant grandit assez vite, donc il y a vraiment pas forcément ce besoin nécessaire d'acheter énormément de vêtements neufs, puisque de toute façon, par essence, il ne portera pas ses vêtements longtemps. Et donc vraiment d'être dans cette démarche de circuit, en fait. Il y a beaucoup, hein, que ce soit en Belgique ou en France, on voit justement enfin, des stands. Bon, avant, c'était plus des stands d'échange où les parents, en fait, récupéraient les vêtements pour leurs enfants, ou même au sein d'une famille, ben, gardaient les vêtements des aînés pour les plus jeunes. Donc, il y a vraiment cette démarche de réutilisation. Et puis, ben, du coup, oui, dans la question de
le budget, mais comme tu dis, c'est vraiment l'idée de penser à long terme en fait. C'est un investissement non seulement dont on est fier, mais aussi qu'on va garder longtemps parce que la qualité est là. Et ça, c'est important de le dire. Il y a vraiment une différence de qualité entre un Mm. vêtement durable et un vêtement d'une marque de fast fashion. Ben, parce que dès le départ, il est pensé, et ça, moi, je trouve que c'est vraiment aujourd'hui une question clé, dans tout, surtout dans la mode, puisque là, on est vraiment dans l'aspect de, de pousser à la surconsommation, c'était de responsabiliser en fait les entreprises dès le début de la production. Dès le moment où on conceptualise un produit, on doit se dire mais en fait quel impact ce produit va avoir, quelle durée de vie il va avoir, comment est-ce qu'on va pouvoir comment dire, le réparer. Et ça doit pour moi être aujourd'hui imposé parce qu'on se rend compte que les entreprises, en leur laissant l'opportunité, ben, ne le font pas ou très peu. Et donc c'est souvent des petites entreprises qui essayent par eux-mêmes, mais derrière ça n'ont pas les moyens pour pouvoir tout mettre en œuvre. Et donc c'est très chaotique et très compliqué pour eux. Mais si maintenant ça devenait une obligation partout, ben, on créerait des solutions parallèles pour permettre ces fameuses filières de recyclage, pour permettre le fait qu'on ait du respect par rapport aux travailleurs qui est derrière. Et donc ça, je pense que c'est vraiment essentiel. Mais il y avait aussi une personne qui réagissait, qui disait peut-être que, enfin, tu vois, toute la question du second main est aussi essentielle pour le moment. C'est que on a maintenant des grandes plateformes comme Vinted ou des choses comme ça. Moi, il y a des moments où ça m'irrisse un peu les poils. Donc, je trouve ça super pratique, c'est génial. Mais il faut switcher quand même une habitude, c'est-à-dire de dire, bah, Vinted, c'est aussi un moyen aujourd'hui de surconsommer, malheureusement. C'est aussi un moyen où on se dit, bah, en fait, ça coûte pas cher, donc j'achète enfin, des habits en seconde main. Et puis, j'en ai marre, je les revends. C'est pas mal, oui, il retourne dans le cycle. Mais si on continue malgré tout à consommer trop, eh bien, en fait, on ne résout qu'une partie du problème. Et donc, on doit revenir à la juste quantité et qu'est-ce qu'on a réellement besoin, en fait. Et ici, il y avait une dame qui interpellait en disant, mais est-ce qu'il ne faudrait pas juste avoir quelques classiques et compléter alors sa garde-robe avec quelques petites pièces parallèles qui vont venir habiller un peu plus la partie vestimentaire qu'on aura sur soi, par exemple. Exactement. Ben, c'est très intéressant ce que tu dis. Alors, pour la question par rapport à la question d'avoir des pièces basiques et justement venir avec quelque chose de plus original, pour moi, un concept de garde-robe capsule qui est de plus en plus en vogue et j'avais déjà eu l'occasion de le présenter à certaines personnes qui, pour moi, il y a vraiment deux facettes en fait de ce concept de garde-robe capsule qui dépend vraiment de propre à chacun. Il y a des personnes qui vont se satisfaire de pièces basiques. Ça veut dire qu'ils vont se satisfaire de porter des pièces avec des couleurs qui sont assez neutres et voilà, qui peuvent non seulement se porter que ce soit au printemps, en automne, en hiver, voire même en été. Enfin, vraiment des pièces qui peuvent traverser les différentes saisons. Il y a d'autres personnes qui vont préférer justement des pièces un peu plus originales, un peu plus voilà, atypiques. Et en fait, pour moi, la question, c'est vraiment plus une régulation d'achat. C'est vraiment en fait de se fixer en fonction de soi-même, de ses propres habitudes et de ce qu'on est prêt à, enfin, voilà, de ce qu'on est prêt à faire comme effort, un nombre maximum de pièces à acheter par exemple par saison. Et donc du coup, avant du coup d'acheter ces pièces, c'est ce qui est intéressant à faire, c'est d'abord des tris réguliers de sa garde-robe. Parce que plus on va s'habituer à trier régulièrement sa garde-robe, plus on va pouvoir se rappeler en fait de la consistance de ce qu'on a dans nos armoires et du fait qu'on ne va pas se retrouver à craquer sur un jeans noir alors qu'on en a déjà deux dans ses armoires. Enfin, et donc du coup, c'est vraiment intéressant de trier régulièrement sa garde-robe. Et puis oui, ben, du coup, ouais, vraiment de réguler ses achats différemment. Et puis comme tu disais, par rapport à Vinted et toutes les autres plateformes qui existent et qui enfin, en tout cas qu'on met de plus en plus en avant. Alors oui, il y a un côté qui est assez intéressant parce qu'on est dans une démarche de réutilisation, mais comme tu dis, si on n'attaque pas le problème à sa racine en termes d'habitude, eh bien finalement, on fait juste que reproduire quelque chose de déjà existant. Et donc ça pour moi, c'est vraiment l'importance de vraiment conscientiser le consommateur sur sa responsabilité personnelle qu'il a par rapport à ses achats et sur ce qui fait de sa façon d'investir en fait. Lorsqu'il investit de l'argent dans ses vêtements, eh bien il a une responsabilité. Tu parlais au tout début d'acte. Acheter, c'est un acte et acheter, c'est aussi un choix. Et c'est important de se souvenir de ça parce que du coup,
on a toujours le choix. On a le choix d'acheter ou pas et on a le choix de la façon dont on souhaite acheter aussi. Donc voilà. Ok. Il y a une personne qui intervenait qui disait connaissez-vous la méthode 30-30-30? Je ne sais pas si tu connais ou pas. Tu connais ça ou pas? Je pense que c'est J'ai pas 30. entendu. La Excuse-moi, méthode ça a coupé. 30-30-30. Tu connais ça? Oui, c'est en fait dans le concept de la garde-robe capsule, enfin il y a plusieurs méthodes, mais il y a l'idée également d'avoir 30 pièces dans son dressing et en fait alors là il y a des subdivisions parce qu'il y a certaines personnes qui ont pour but de promouvoir un certain nombre de pièces par saison. Donc Mhm. voilà, enfin ça pourrait être par exemple 30 pièces en automne, 30 pièces en hiver, 30 pièces en été, 30 pièces et ainsi de suite. Mais voilà, pour moi, en fait, ces chiffres-là, c'est bien de les mettre en avant, mais ça ne doit pas non plus fractionner les gens, en fait. C'est important que Mhm. les gens, ils se calquent aussi sur leurs propres habitudes pour eux-mêmes définir le nombre de pièces qu'ils souhaitent dans leur garde-robe. Parce que, voilà, il y a certaines personnes qui n'ont même pas besoin de 30 pièces, il y en a d'autres qui auront peut-être besoin de 40 pièces, mais finalement, voilà, il ne faut pas non plus que ça devienne une trop grosse contrainte. Et en fait, l'idée aussi de la garde-robe capsule, et ça c'était ce que j'ai oublié de dire tantôt, c'est qu'on est dans un contexte d'interchangeabilité. Mhm. D'où l'intérêt aussi, en fait, l'intérêt des pièces neutres qu'on a dans notre garde-robe, ça veut dire qu'elles sont interchangeables. Ça veut dire qu'on peut, par exemple, les interchanger entre elles et qui fait qu'on peut les reporter beaucoup plus de fois que prévu et voilà et en fait tourner en fait les assembler différemment et ça peut être un petit jeu aussi. Moi ce que j'aime bien aussi insister avec les personnes que j'ai l'occasion d'accompagner, c'est ne pas hésiter à jouer sur l'accessorisation. Ça veut dire Mhm. que parfois un même vêtement mais associé avec des accessoires différents, le rendu est tout à fait différent en fait. C'est Ouais. vraiment ça. Et donc c'est vraiment finalement voir un petit peu le fait de s'habiller comme une sorte de jeu pour ne pas que ça devienne quelque chose de contraignant non plus. Plus Mhm. ça. Et tu mets justement le doigt là-dessus, c'est que il y a toute la question du choix des couleurs qui nous convient, etc. Et j'imagine que si on fait un peu une sorte d'analyse de ce qui nous convient, de quel type, sur base de notre morphologie, sur base des couleurs qu'on a, des couleurs qui nous font rayonner, etc., ben, il y a plein de pièces qu'on verra peut-être dans une vitrine et qu'on dira, mais de toute façon, ça ne m'ira pas parce que ça ne correspond pas à mon identité, ça ne correspond pas. Qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, eh ben exactement. Mais c'est pour ça qu'en fait, dans ma démarche, dans mon évolution, je me suis fort intéressée au conseil en images depuis 1 an et demi. Parce que ce que j'ai vu, c'est que les personnes qui savent exactement choisir les pièces qui leur vont arrêter, entre guillemets, d'acheter tout et n'importe quoi. Et je pense qu'en tant que consommateur, non seulement on gagne du temps lors de nos séances shopping, mais également on gagne en confiance parce que du coup, on sait exactement ce qui nous met en valeur. Donc c'est aussi une sorte de connaissance de soi à travers le vêtement, à travers, comme tu disais, notre identité. Notre identité, ça passe également par notre style vestimentaire, ce qu'on reflète à l'extérieur, le message en fait que l'on va faire passer à travers nos vêtements, parce que finalement, notre identité, elle en dit long sur nous aussi. Elle peut en dire long sur notre personnalité. Et puis oui, alors il y a toute la question des couleurs, ce qu'on appelle la colorimétrie. La colorimétrie, en fait, c'est vraiment l'idée de trouver des couleurs qui font ressortir notre... Alors, c'est pas vraiment notre teint de peau, mais c'est vraiment je vais dire notre énergie naturelle, parce que finalement, ça dépend pas vraiment de la couleur de peau en tant que telle, ça dépend vraiment du pigment en dessous de la peau, qui fait qu'il y a certaines couleurs qui matchent mieux avec nos pigments ou non. Et en fait, une fois qu'on a trouvé notre gamme de couleurs qui nous vont, donc avec l'étude par exemple des 4 saisons, ça nous permet uniquement de se diriger vers ces couleurs-là qui vont nous rendre beaucoup plus rayonnantes, beaucoup plus vivantes, parce qu'il y a vraiment une différence en fait, quand on parle de colorimétrie, il y a vraiment une différence entre porter des couleurs qui nous vont ou non. Et j'invite vraiment en fait les personnes qui écoutent ici à juste se réfléchir à les vêtements que vous avez actuellement dans votre garde-robe, quels sont les vêtements avec lesquels vous avez reçu le plus de compliments. C'est vraiment Mhm. pour moi une question qui est assez classique, mais qui en dit long, parce qu'il y a des pièces, et tu as peut-être ça aussi Sylvie sûrement, c'est que tu portes, et oh tout à coup,
waouh, on te dit ça te va vraiment bien, ça te met en valeur, ça peut aussi être au niveau de la morphologie, tu vois, Mhm. les formes du vêtement qui matchent parfaitement avec la forme de ton corps. Et il y a vraiment tout un jeu avec ce qu'on sait en image, justement, qui est intéressant. Mm. Ok. Alors, il y avait plusieurs interpellations. Il y avait d'abord, bon, ça c'est plus les questions des marques éthiques, mais il y avait quelqu'un qui réagissait, qui disait justement le fait d'acheter des accessoires éthiques, elle avait le sentiment que c'est plus cher que les vêtements en fait éthiques en eux-mêmes. Moi, je pense que c'est une question d'équilibre. De nouveau, c'est d'avoir une part de vêtements standards que l'on a, qui sont des indémodables et auxquels on peut ajouter des accessoires plus éthiques, mais qui coûteront effectivement peut-être un peu plus cher parce que ce sera du cuir, parce que ce sera des matériaux écologiques. On voit maintenant des produits en, comment dire, en peau d'ananas, ou par exemple, moi j'ai acheté ici dernièrement des chaussures qui sont faites à partir de résidus de pommes. Mais mes chaussures m'ont coûté, je crois, c'est 135 euros. Alors oui, c'est plus cher qu'une marque, grande marque, qui vendrait peut-être ses baskets à 80 euros. Mais moi, je connais plein de produits de mauvaise qualité qui sont vendus 130 euros et qui ne sont pas du tout. Donc, je pense que voilà, de nouveau, c'est une question. L'aspect du prix, il est très, très subjectif, Mm. en fait. Oui. Et on a tendance, moi je le vois avec le vrac aussi, il y a souvent des discours qui disent oui, mais le vrac, c'est plus cher. Mais quand on analyse vraiment et qu'on prend le temps de rentrer dedans, on se rend vite compte que oui, il y a toute une partie peut-être de produits un peu plus chers qui sont des produits un peu plus de luxe. Et puis, il y a les basiques ben, en fait, si on les compare avec les grandes surfaces, ils coûtent le même prix et parfois même moins cher. Et en plus, Mm. avec une qualité différente parce que ils seront bio, ou parce ils viennent de quelque part de plus près ou des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment Mm. important aussi de nouveau remettre le prix à sa juste valeur, en fait. Mm. Exactement. Bah, tu l'as dit, en fait, le prix. Et enfin, moi, je comprends tout à fait, hein. Franchement, c'est normal que le prix soit une question qui revienne assez souvent parce qu'on n'a pas l'habitude, ça choque même aux yeux parfois de voir des prix. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme tu disais, Sylvie, il y a déjà énormément de marques de mauvaise qualité qui vendent à des prix très élevés. Qu'est-ce qui fait en fait que ces marques-là se vendent très bien, vu que finalement on, on voit défiler toujours des publicités sur leurs produits? Eh bien, c'est juste qu'en fait, il y a cet aspect marketing un peu qui va venir jouer sur notre aspect émotionnel et qui va faire qu'on va acheter sous l'impulsion, sous un coup d'émotion. Alors que finalement, le côté durable, eh ben, c'est vraiment jouer sur quelque chose de vrai, d'authentique, où on achète la qualité avant tout. Enfin, on investit dans la qualité. Donc, du coup, oui, c'est vraiment une autre vision, cette vision de se dire j'investis à long terme. Et du coup, dans cet investissement à long terme, mais comme tu dis, par exemple, tes jolies baskets que tu as eu l'occasion d'acheter, ben, c'est vraiment de te dire, ben, au lieu d'acheter deux paires de baskets, j'en achète une, mais je sais que je vais la garder longtemps Mhm. et je sais aussi que je suis fière de la porter. Enfin, il y a aussi cet aspect-là. Et je voulais un peu rebondir parce qu'à mon avis, je pense que c'est aussi intéressant pour les personnes qui nous écoutent de savoir que du coup, le fait d'acheter, de se diriger vers des marques durables, ce qui va vraiment jouer, donc c'est vraiment au niveau de la qualité du vêtement. Et ça, j'aimerais vraiment mettre en avant le fait que, et même si on achète en seconde main, finalement, c'est la même problématique. Les vêtements actuellement qu'on achète, après trois lavages, eh bien, ils ne tiennent pas, donc ils commencent à se ternir, les couleurs, enfin, on a un aspect de plus en plus délavé. On a aussi les fibres, en fait, qui ne tiennent pas bien non plus. Et tandis que aller se diriger vers une marque durable, donc c'est une marque qui a fait attention à la qualité des matières premières qu'elle a choisies, ce qui fait qu'on a une meilleure qualité de matières premières, donc déjà souvent biologiques, si on prend par exemple juste du coton bio, qui est vraiment donc qui va tenir, qui est beaucoup plus résistant que du coton classique et qui fait que ce côté beaucoup plus résistant va faire que ça tient beaucoup plus au fur et à mesure des lavages, que la matière tient et que notre vêtement garde un aspect semblable après, enfin beaucoup plus longtemps qu'un vêtement issu de la fast fashion. Donc ça c'est important. Mais justement, par rapport à ça, donc ça touche aussi au fait que, bon, quand on va se tourner vers des marques durables, il y a beaucoup de gens qui sont un peu perdus parce que je pense c'est plus le même référentiel. Comment avoir la certitude que c'est bien une marque éco, hein, parce que c'est aussi, il y a tout le greenwashing qui est en train de se développer quand on voit des grandes marques qui aujourd'hui disent on fait du coton bio.
dans quelles conditions ils font ce coton bio, c'est quelle proportion réellement. Voilà, on n'a pas toutes les infos. Donc, est-ce que voilà, il y a des moyens de savoir? Est-ce que tu vois, quand on veut acheter un produit, comment est-ce qu'on peut être sûr qu'on peut avoir confiance en ce produit ou en cette marque, que justement ils utilisent des normes durables. Et alors, il y avait justement une question qui intervenait ici en disant, on dit que le coton, c'est pas écolo, pourquoi? Mais tu as déjà un peu en partie répondu. Après, c'est toute l'ambiguïté du choix des matières. Quelle est la matière la plus idéale? Alors, est-ce que tu as des conseils par rapport à ça? Voilà, il y a aussi le chanvre qui se développe de plus en plus, des matières un peu plus... qui à la base, quand on mettait des trucs en chanvre, on regardait comme l'écolo bobo qui se perd dans les champs et qui est un peu hors du temps. Ben, ça revient quand même à la mode d'utiliser des matières qui étaient beaucoup moins impactantes au niveau environnemental. Exactement. Mais du coup, pour répondre un peu à toutes les questions par rapport d'abord à la question du greenwashing, alors c'est vraiment en fait ce qui va différencier une marque durable d'une marque de fast fashion, c'est la question de la transparence. Alors, pour moi, comme je te disais tantôt, il y a tout cet aspect de relation de confiance. Vu qu'en tant que consommateur, ben, on est d'accord, enfin, il y a beaucoup de consommateurs qui sont d'accord, en fait, finalement, d'investir dans des marques plus durables, mais ils veulent être sûrs qu'on ne se fout pas d'eux, ce qui est logique. Ouais. Et donc, il y a cette relation de confiance qui est importante. Et comment cette relation de confiance, elle s'établit? Alors, il y a plusieurs choses. C'est que lorsque vous allez, par exemple, dans une boutique de vêtements durables, donc il y en a quelques-unes en Belgique, enfin, je pense notamment donc, à l'envol du colibri à Namur et d'autres ici à Bruxelles aussi. Eh Il y a bien, Wico à Bruxelles, il y a également Human, Wanderloop, oui, il y a plein d'endroits qui sont... oui, il y a oui, aussi Wonderloop, voilà, il y a un ensemble de magasins qui se développent de plus en plus. exactement, un écosystème. Et je pense qu'on pourra partager les adresses à la Mhm. fin. Mais voilà, en fait, ce qui fait la différence d'aller dans ce genre de boutique plutôt que dans d'autres, c'est que les vendeurs, donc les personnes qui tiennent la boutique, savent répondre aux questions des consommateurs en détail. Donc, lorsque une personne a un vêtement en main et demande, oui, voilà, je vois que c'est telle matière, par exemple, je vois que ce pantalon est en telle selle, savez-vous m'en dire plus sur cette matière-là? Eh bien, le vendeur, comme c'est une boutique avec des valeurs et qui a toute une démarche de réflexion aussi, va pouvoir répondre aux questions du consommateur, le rassurer, lui expliquer les avantages, même parfois les inconvénients, lui expliquer Mhm. également lui donner des détails sur le lieu de production de la marque du vêtement. Mhm. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces boutiques-là ont vraiment fait une sélection en fait dans les marques qu'elles proposent. Donc, ça n'a pas été des marques prises à gauche, à droite au hasard. C'est qu'il y a eu une sélection minutieuse qui s'est faite. Mhm. Et du coup, il y a vraiment cette idée de relation de confiance qui continue et qui est vraiment établie. Alors, par rapport, donc ça, c'est vraiment dans les boutiques physiques. Alors maintenant, en ligne, comment différencier une marque durable d'une marque non durable? Là, du coup, c'est un peu plus. Pour moi, c'est vraiment, premièrement, si vous avez l'occasion ben en fait, de voir déjà que le créateur de la marque se met fort en avant, donc explique vraiment sa volonté euh, de vouloir voilà, créer une marque dans cette démarche éthique et éco-responsable. C'est quelque chose qui va promouvoir, c'est quelque chose qui va parler sur son site de ça. Il va également parler sur les réseaux sociaux, il va donner des détails, parfois il va même partager des photos de ses ateliers. On voit beaucoup en fait de plus en plus de créateurs de marques éthiques qui Mhm. en fait montrent des photos des ateliers de production pour montrer aux consommateurs qu'ils ont eux-mêmes été visiter les ateliers, voilà, qu'ils sont en contact, enfin, qu'il y a des contacts réguliers qui se font avec ces ateliers-là. Et donc, en fait, qu'est-ce que le consommateur va se dire? Il va se dire, ben voilà, comme ce créateur se met en avant et partage avec moi euh, l'histoire en fait de sa marque et l'histoire des vêtements qu'il propose, je vais lui faire confiance. Donc, il y a vraiment cet aspect-là. Alors là, toute l'importance de faire attention au greenwashing parce que on voit de plus en plus, voilà, l'idée c'est pas pour moi de citer, de cibler certaines marques. Moi, je vais juste prendre par exemple la collection Conscious de chez H&M où on va voir du durable partout. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que la fast fashion, et ça c'est vraiment du greenwashing, va investir une grosse partie de son budget marketing sur une toute petite, enfin, pour promouvoir la toute petite collection capsule soi-disant durable qu'elle propose. Alors, pourquoi du coup ces marques de fast fashion qui proposent des collections capsules durables, pourquoi ce n'est pas durable en tant que tel?
pour la simple et bonne raison que une marque de fast fashion ne peut pas être durable parce qu'elle produit en trop grosse quantité. Et ça, c'est déjà juste un premier point qui est super important à relever, c'est que à partir du moment où une marque produit des tonnes et des tonnes de vêtements chaque saison pour pousser le consommateur à ce qu'il achète chaque fois de nouveaux vêtements, eh bien, on n'est pas du tout dans cette démarche durable. Et donc, du coup, il y a un petit peu cette attrape pour moi, et je tiens vraiment à proposer aux personnes qui nous écoutent de faire attention. C'est que lorsque une marque vous propose de ramener 5 kilos de vêtements contre un bon d'achat de 20 euros, c'est pas pour votre bien ou pour le bien de la planète, c'est vraiment une technique marketing pour vous inciter à acheter des vêtements nouveaux que cette marque la propose. Et donc, il y a vraiment un peu cet aspect attrape client qui est là aussi et dont il faut faire attention. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment la question de la transparence au niveau d'information qu'on retrouve sur le site internet. Et du coup, ce qui peut aider les consommateurs aussi à faire attendre, allez, ce qui peut être un peu un clin d'œil, c'est la question des labels, parce que les labels, ben, mine de rien, ce sont des certifications qui sont là pour rassurer le consommateur dans ses achats. Il y a des très bons labels, je pense au label le plus connu qui est le label GOTS. Le label GOTS qui est un label qui a pour but de certifier notamment les vêtements, donc c'est souvent des vêtements qui sont en coton bio, et donc du coup on a toute cette transparence au niveau de l'éthique de la production du vêtement, mais également de l'aspect bio. Du coton. Voilà, c'est vraiment un label auquel on peut faire confiance. Et il y a toute une série en fait de labels qui sont maintenant sur le marché. Et du coup, ben, j'invite vraiment le consommateur à voir s'il y a certains labels qui sont présents. Ben, ça peut être aussi un indicateur de la confiance qu'ils peuvent accorder entre guillemets dans la marque. Mais c'est clair que tu remets le doigt sur le fait de la responsabilité aussi du consommateur de devenir, moi je dis souvent, il faut devenir un consommateur quand on se lance dans une démarche zéro déchet. Et ça va jusqu'à se poser la question, donc à la fois de l'alimentaire, où là, en fait, maintenant on arrive à trouver des filières très courtes pour être en lien direct avec le producteur ou le plus en lien direct possible avec le producteur. Bah, c'est la même chose avec nos vêtements. C'est à un moment donné, on doit revenir dans ces questions de quelle est la filière la plus courte, la plus directe vers le producteur pour que je puisse lui poser des questions, que je puisse entendre son discours et bah, sur base de ça, prendre ma décision de ce qu'il me dit me paraît être juste, me paraît cohérent, répond à ce que j'attends en termes de valeur. Et donc, j'y adhère. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'il y a de plus en plus, moi j'écoute de plus en plus les podcasts. Et il y a pas mal de podcasts où on peut essayer de trouver des infos sur des entreprises innovantes dans tout ce qui est durable. Bah, ça permet d'entendre. Et c'est ça, moi, par exemple, les chaussures que j'ai achetées, bah, j'ai écouté un podcast et je connaissais cette marque, mais je n'étais pas tout à fait au courant de tout ce qu'ils faisaient. Et puis en entendant, ben voilà, c'était tellement, tellement vrai, tellement juste que je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment ça. Si je dois acheter des baskets maintenant, c'est celle-là que je prendrai. Et donc ça, c'est vraiment intéressant, c'est de pouvoir aussi prendre le temps de s'informer. Ça prend du temps un petit peu, mais ça permet aussi d'avoir ce côté... moi, j'aime bien avec le zéro déchet aussi, c'est que ça prend un peu de temps parce qu'il faut ce temps pour prendre la décision et de peut-être se dire à un moment donné, en attendant, ben, en fait, j'en ai plus besoin. Je me suis rendu compte que j'avais pas besoin de ça dans ma garde-robe. Et donc, tant mieux, c'est un achat de moins et c'est un achat inutile qu'on n'aura pas dans notre armoire. Mais si on a attendu longtemps et qu'on reste convaincu, c'est sans doute que c'est la bonne solution et c'est vers ce producteur ou ce produit qu'on doit aller en fait. Exactement. Mais tu te l'as bien dit, et j'ai bien aimé le fait que tu soulignes cette démarche de circuit court, parce que il y a aussi un trompe-l'œil qui revient souvent, c'est que beaucoup de personnes pensent qu'une marque est durable parce que les vêtements ont été produits en Europe. Et c'est assez trompeur en fait, parce que il faut savoir qu'il y a énormément d'exploitation humaine, également dans certains pays européens. Je pense principalement à certains pays de l'Est où voilà, il reste, enfin, c'est pas parce qu'un vêtement a été produit en Europe que d'office il y a une certification qui fait que le vêtement a été produit dans des bonnes conditions. D'où le fait que c'est mieux de privilégier le circuit court parce que, par exemple, on a des très très belles démarches de marques éthiques et éco-responsables où l'idée c'est de continuer à produire dans des pays en voie de développement, mais d'avoir, comme tu dis, un minimum d'acteurs dans cette chaîne de production qui fait qu'on arrive beaucoup plus facilement à retracer l'origine du vêtement et qui fait que on arrive à savoir que la personne qui est derrière la marque va, enfin, en tout cas, a été dans les ateliers dans lesquels elle a choisi de produire et du coup peut apporter cette certification-là
aux consommateurs. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé tantôt, mais la question des labels, pour moi, c'est vraiment donc une certification intéressante. Mais actuellement, un label, pour se faire labelliser, c'est un processus qui coûte assez cher. Et donc, c'est aussi important, du coup, quand la marque n'a pas de label, du coup, vraiment de privilégier un peu, comme tu disais, vraiment l'idée du circuit court, comme aussi une sorte de certification pour le consommateur qui se pose des questions. Oui, il ne faut jamais avoir peur d'envoyer un message en fait au producteur d'une marque et lui dire ben voilà, moi je voudrais que vous m'expliquiez qu'est-ce que vous faites des déchets, comment vous l'avez produit, quelle matière. Je pense que c'est important et c'est sur base de ça qu'on pourra alors faire son choix et qu'on pourra se dire ben ok, ça me paraît juste ce qu'il dit. Après, on n'a pas la certitude à 100% parce que tant qu'on ne peut pas aller voir avec la personne physiquement sur place, c'est difficile de pouvoir identifié à 100%, mais je pense que toutes les marques qui sont en train de se développer, il y en a pas mal qui existent déjà depuis un certain temps, qui ont encore augmenté en fait leur capacité à être encore plus durable, on peut faire confiance souvent sur elles. Après, je pense que comme tu dis, il y a la question de la quantité. Et à un moment donné, c'est là où il y a un point de bascule, parfois avec des marques qui sont durables, très engagées, et qui à un moment donné, vont basculer vers un système où ils vont tomber dans le il faut produire beaucoup plus, et un risque alors de perdre, je dirais, le lien direct avec le durable, en fait. C'est-à-dire que en produisant trop, en fait, on va à l'encontre de la logique du durable qui est normalement de répondre à une demande existante et pas à faire plus que. Et donc, il y a des petits producteurs qui parfois ont vraiment le courage de dire moi, je reste dans cette quantité de production-là parce que ça me paraît la juste quantité et que je vis bien aussi sous cette forme-là et que ça répond aux besoins que j'ai autour de moi et je ne vais pas aller plus loin, quoi. Donc ça, c'est aussi tout un mindset à avoir parfois en termes d'entreprise qui n'est pas toujours facile à faire quand on est victime de son succès, qu'on doit prendre des décisions parfois un peu sensibles. Exactement. Alors, oui, je vois ici Made in France, c'est certain ou pas, c'est ça aussi. Est-ce que tu vois quand il y a marqué Made in France, parce qu'il y a le problème du Made in, oui, c'est ça. Donc ça, peut-être tu sais un peu clarifier ce terme. Alors, oui, je vais un peu clarifier. En fait, du coup, pour moi, il ne faut pas s'attarder juste au made in quelque chose parce que, allez, je vais prendre par exemple plutôt le made in Italie parce qu'en France, je connais moins de cas, donc je ne peux pas vraiment donner d'exemples. Mais par exemple, le made in Italie, ça peut dire plein de choses. Le made in Italie, ça peut dire que voilà, il y a cette valorisation de cette production italienne, c'est génial. Mais à côté, en Italie, il y a énormément d'exploitation. Donc, j'avais vu un reportage où on montrait justement des usines de cuir où on voyait qu'il y avait énormément de personnes migrants qui travaillaient justement dans ces usines-là sans matériel de protection. Et du coup, oui, finalement, on reste en Europe et il y a le Made in pays d'Europe, entre guillemets, mais derrière, c'est intéressant aussi de voir qu'il peut y avoir aussi mais voilà, allez, je veux dire des contre-circuits en fait qui font que on a quand même de l'exploitation humaine, même dans des pays qu'on dirait entre guillemets être des pays développés. Et donc, par exemple, ici dans le reportage que j'avais vu pour le cuir, parce que c'est vraiment une des grosses problématiques en Italie de l'industrie du cuir, où il y a énormément donc, de personnes, de migrants qui travaillent, qui n'ont malheureusement pas le matériel donc, de protection adéquat. Et donc, du coup, étant donné que le cuir, c'est une matière qui est très toxique, enfin, le processus pour traiter le cuir, c'est assez toxique, eh bien, on voyait des personnes en fait, qui perdaient carrément des bouts de doigts. Et c'était assez fou. Et en fait, du coup, comme il n'y a aucune protection légale, comme tout s'est fait un peu au noir et un peu, voilà, enfin, allez, sans vraiment de contrat et de règles bien précises, eh bien, c'était très difficile pour ces personnes-là de pouvoir réclamer quelque chose aussi en termes d'indemnité. Et donc pour moi, pour la répondre à la question, du coup ici pour le Made in France, alors oui, il y a beaucoup de maisons françaises qui vont valoriser le Made in France. Encore une fois, pour moi, quand c'est pour valoriser, euh, allez, comment je pourrais expliquer ça?
la finesse en fait de la production du pays, puisqu'on sait que la France, au niveau du vêtement, c'est un pays il y a vraiment déjà eu des grandes maisons en France de production de vêtements. Eh bien oui, là, le Made in France a tout son sens. Maintenant, quand c'est juste pour mettre Made in France, mais juste pour être un argument marketing, ça n'a aucun sens. Donc, c'est vraiment à double tranchant de faire attention justement au Made in quelque chose. Oui, surtout que ben, il y en a qui réagissent et qui interpellent par rapport à ça en disant qu'effectivement le made in, on peut dire made in, mais il n'y a qu'une toute petite partie qui est faite en fait en France ou dans le pays en question, et tout le reste est produit en Asie dans des conditions juste pas du tout bonnes, etc. Donc ça c'est aussi effectivement à faire attention. Il y avait quelqu'un qui posait la question toujours. Je pense que là, on n'y a pas vraiment répondu pour le moment. C'était la question de est-ce qu'il y a des matières à privilégier et d'autres pas? Où tu dis, ça, franchement, si vous devez acheter des produits, évitez ces matières-là parce que ça, c'est vraiment problématique au niveau environnemental. Oui. Alors, pour moi, je dirais qu'il y a, enfin, pour moi, déjà, privilégier plutôt des matières naturelles, c'est quand même assez intéressant parce que pour l'aspect, enfin, des matières naturelles avec donc, tout le côté biologique, donc je pense par exemple, oui, finalement, le coton bio, mais il y a également le chanvre que tu disais tantôt, on a également le lin, on a également la laine. Alors, le cuir, ben, ça dépend s'il est bien traité ou non. Pour moi, c'est vraiment faire attention au processus. Bon, si c'est un cuir qui est plus traité de manière biologique, il n'y a pas de souci. Au niveau des matières plus industrielles, il faut vraiment faire attention au polyester. Le polyester, c'est vraiment pour moi quelque chose parce qu'on trouve énormément de vêtements actuellement qui sont fabriqués en polyester. Le polyester, non seulement le processus de fabrication du polyester est un processus qui est très très polluant, et puis c'est une matière qui contient énormément de produits chimiques et donc juste pour notre peau, c'est assez dangereux. Donc vraiment pour moi en termes de matière, par contre par exemple on a le tencel, enfin le tencel lyocell, issu à base de fibres de bois, qui est aussi une matière écologique qui a de plus en plus de succès. Et puis à côté, on a d'autres matières, bah, tu parlais tantôt de cuir d'ananas, donc c'est le Pilatex, qui est des matières un peu innovantes en fait, c'est vraiment ça. Le Il y a bambou énormément... aussi. Le bambou, ouais, exactement. Donc ça, on voit par exemple beaucoup d'accessoires de plus en plus en bambou. Par exemple, le chanvre, on va de plus en plus voir des vêtements pas 100% chanvre, mais 30% chanvre et Ouais. allez, 70% enfin, coton bio, vraiment des mélanges en fait aussi entre les matières. Mais oui, donc là, on a tout ce côté assez innovant. Alors, donc ouais, pour moi, vraiment, la matière principale à éviter, ce serait le polyester, pour répondre de manière générale. Oui, parce qu'il y a aussi un élément qui n'est pas à négliger dans nos habits, c'est des habits qui sont composés de plastique, se dégradent sous l'action du lavage et de la chaleur, etc., qui est faite lors du lavage et qui va générer des microparticules de plastique qui vont s'évacuer dans les eaux et polluer évidemment nos eaux aussi. Donc c'est toute la question parfois des produits en matériaux recyclés, que ce soit en vestimentaire ou en question plastique, par exemple. Ils deviennent le numéro 7 dans le plastique. Et en fait, on dit en matériaux recyclés, mais que deviennent-ils après? Et c'est pour ça que je dis qu'à un moment donné, il y a la responsabilité du producteur. Si lui met en place tout un système circulaire pour créer en fait un produit vestimentaire qui effectivement sera peut-être fait à partir de matériaux recyclés, mais qui après pourra retourner chez lui pour être réutilisé, redécomposé et remis dans son cycle de production, why not? Ça c'est bien. Mais dès le moment où on se dit en fait je fais ma part de travail en amont et pour le reste c'est plus mon business, c'est plus mon problème, ben on a un souci au niveau environnemental vraiment quoi. Mais comme tu dis, il faut Exactement. aller vers des matériaux beaucoup plus naturels, revenir. Ben déjà, je pense que si, de nouveau, hein, comme tu dis, la base, c'est d'abord réduire. Réduisons l'entrée de tous ces vêtements qui rentrent dans nos armoires et focalisons-nous sur des produits dans lesquels on se sent bien, où on a envie de les porter. On sait qu'on pourra même, si on a des petits problèmes avec l'habit, on pourra recontacter le producteur et dire, ou le magasin en disant, bah, tiens, j'ai lavé tel produit, il a réagi différemment que prévu, et on peut poser des questions, et souvent ces gens sont de très bons conseils pour nous aider. Et c'est vrai que si on n'a pas ce dialogue, ben, en fait, on ne va pas pouvoir être soucieux de ses habits. On va dire, bah, de toute façon, il n'y a rien à faire, il est abîmé, maintenant, bah, il va à la poubelle ou il va à la bulle à vêtements. Voilà, donc ça, c'est vrai que c'est compliqué. Je vois qu'ici, que pensez-vous des vêtements en matière synthétique recyclée? Ah, bah, c'est ce que je viens de dire, hein, Ouais, certaines marques ça. éthiques le prônent.
c'est vrai qu'il y a de plus en plus de marques durables qui vont vers l'aspect de l'utilisation de matières recyclées. Mais voilà, moi je pense, enfin tu peux me compléter évidemment, Oui. moi je pense que si maintenant dans la philosophie de l'entreprise, il n'y a pas la réflexion sur que deviendra cet objet à la fin, à la toute fin de son utilisation, ben il y a une étape qui manque. Ouais, exactement. Oui, c'est ça. Pour moi, vraiment, le fait qu'il y ait déjà des marques qui soient dans cette idée de réutilisation, un peu comme on disait au tout début, ben, que voilà, des personnes qui ne veulent pas utiliser des nouvelles matières pour ne pas produire en fait de nouvelles matières, mais qui veulent qui veulent réutiliser ce qui a déjà été produit. Et donc du coup, ben, dans cette démarche-là, soit qui vont créer en fait des vêtements à partir d'upcycling, où là on garde le vêtement tel qu'il, enfin le tissu tel qu'il est, mais on en refait quelque chose d'autre. Donc on peut avoir des magnifiques vêtements où l'idée en fait c'était des vêtements avant qui étaient des nappes ou des tentures et finalement ça devient des jolies pièces vestimentaires. Ou alors la deuxième idée, comme tu l'as vraiment bien expliqué, en fait on retravaille vraiment la fibre pour recréer du nouveau. Donc ça c'est les deux options possibles. Oui. Mais je vois qu'on est déjà à 13 heures et je vois qu'il y a une question qui est mais où est-ce qu'on achète? Toi, tu as déjà cité un certain nombre d'adresses. Moi, j'avoue que dans mon site, j'ai un article qui est semi-prêt, mais qui n'a pas encore été posté, avec un ensemble d'adresses que je dois partager depuis un petit temps, parce que souvent dans mes discussions que j'ai avec les gens, c'est mais tu t'achètes ça où? Tu fais. Et donc, je pense que les gens ont besoin d'être aiguillés, évidemment, dans tous ces choix. C'est pas facile de s'y retrouver. Et donc, c'est pour ça que moi, sur Zéro Carabistouille, sur mon blog, je partage un ensemble d'adresses, comme par exemple les magasins de vrac, les magasins de seconde main, où on va trouver. Mais il va y avoir dans les prochains jours, je vous promets, ça va venir encore cette semaine, une liste avec les magasins qui vendront du durable et aussi des marques durables. Comme ça, on peut faire son choix. Et puis après, ben, de nouveau, c'est la communauté qui va compléter les marques que moi je ne connais pas parce que je ne suis pas la science infuse et on a tous un savoir et une connaissance et donc c'est l'idée de tous ces médias sociaux, c'est de partager entre nous. Donc ben, moi, les gens qui ont des chouettes adresses pourront me les envoyer et je les ajouterai évidemment dans cette liste. Alors voilà, on arrive. Je ne sais pas si tu veux clôturer avec un petit message ou une petite proposition complémentaire. Je ne sais pas. Je sais déjà que de toute façon, toi, tu avais prévu. Donc moi, j'envoie à chaque fois, après chaque live, un mail à tous les gens qui étaient inscrits à la semaine du zéro déchet. Dans ce mail, ils vont retrouver une petite synthèse de tout ce qu'on a parlé maintenant et la possibilité de télécharger ton guide justement de garde-robe éco-responsable. Donc ça va leur donner déjà beaucoup de solutions pour se lancer. Et puis, il y a ton blog aussi qui s'appelle ethical.com ou .org, ouais. .org. Donc voilà. Ouais, c'est Et ça. comme ça, ils savent te suivre. Mais si tu veux rajouter quelque chose, c'est évidemment la bienvenue. Oui. Ben déjà, en fait, je voulais remercier toutes les personnes qui ont participé aujourd'hui et vraiment insister sur le fait que l'idée, c'est pas d'être dans une démarche parfaite, mais vraiment de faire des petits gestes quotidiens qui font la différence à long terme et d'y aller surtout à votre rythme, de pas culpabiliser ou quoi que ce soit, enfin vraiment voilà, juste en fait de vous féliciter à chaque nouveau petit pas que vous faites et qui va vers la démarche que vous souhaitez. Et oui, comme tu disais, Sylvie, il y a le petit guide en fait, pour construire une garde-robe minimaliste. Parce que moi, vraiment, j'ai cette idée de promouvoir l'idée d'acheter moins mais mieux. Et donc, dans cette idée, dans ce petit guide-là, vous pouvez retrouver toute une série de conseils, donc ce sera avec plaisir. Et pour les personnes qui veulent également aller plus loin, moi je propose également des accompagnements axés sur le conseil en images, étant donné que, un peu comme on a discuté au cours de ce live aussi, je pense vraiment que quand on trouve des vêtements qui nous correspondent, eh bien on va d'office acheter moins par essence aussi. Donc n'hésitez pas à me contacter en privé si vous voulez plus d'informations pour ça. Et merci beaucoup Sylvie pour toi. En fait, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Et c'était vraiment très chouette en tout cas d'avoir cet échange aujourd'hui. Et voilà, merci à toi. Mais merci aussi d'avoir partagé ce moment avec moi et avec tout le monde aussi, et d'avoir accepté cette invitation parce que c'était vraiment un sujet qui me tenait à cœur et je suis très heureuse de l'avoir fait avec toi. Donc voilà, en tout cas, pour la suite, il y a toujours la semaine du zéro déchet qui continue. Hein. Donc demain, on continue avec encore une autre vidéo, un autre live, mais plutôt sur les questions de témoignage, de comment le zéro déchet peut transformer la vie des gens. Et puis, vendredi, un moment important à noter dans vos agendas, vendredi 20h30, il y a l'atelier en ligne qui va vous booster dans votre démarche zéro déchet parce qu'on va faire des exercices pratiques
pour se lancer dans le zéro déchet au travers de ma méthode des 4 pas essentiels qui est en fait dans ma formation de l'Académie Zéro Déchet, qui est justement comment révéler l'éco-héros qui est en soi. Et donc, évidemment, on parle aussi dans cette académie de toute la question des choix et de comment se positionner par rapport à certains achats, etc. Et puis, je vous dis à très bientôt pour la suite alors. Et puis, merci beaucoup encore, Loni, et puis à très vite, j'espère, pour d'autres choses. Merci à tout le monde. Ciao, ciao. Merci. Bon appétit. Au revoir. Au revoir.